Alors, on attend juste que que les spectateurs puissent nous rejoindre pour ce dernier webinaire de la première semaine du mois de sensibilisation. Il y a eu d'autres webinaires là pendant la semaine qui portaient plus sur la prise en charge en AMP, sur l'hygiène de vie, les facteurs de risque, sur le fertilité check-up. Et là, ce soir, moi j'ai le plaisir d'avoir invité des auteurs, des autrices, des réalisateurs, des réalisatrices, des comédiens, des comédiennes, et j'en suis ravie. Et je suis aussi impressionnée parce que il y a 12 ans, quand on a créé l'association, elle s'appelait Tribune pour des infertilités fertiles. Au tout début, avant de s'appeler Collectif BAM, parce que bah voilà, moi j'étais infertile, je ne pouvais pas procréer, mais j'avais envie de créer. Alors à mon petit niveau, et mes petites créations, c'était des petites photos qui, voilà, ça me faisait du bien, ça me portait un peu dans les difficultés du parcours, dans l'adversité, et en même temps, ça, j'avais l'impression de, à travers les photos, pouvoir dire des choses. Et je partageais ça sur un blog parce qu'à l'époque, avant les réseaux sociaux, enfin la grande époque du mois, non, c'était il y a, on va dire, entre 12 et 15 ans, les femmes, en fait, avaient des blogs. Hein, Anne-Laure, on pourra en dire quelques mots, n'est-ce pas? Et voilà, il y avait beaucoup de partages sur ces blogs, des femmes qui écrivaient, des femmes qui faisaient des choses plus ou moins créatives. Tout ça pour vous dire que la question de la créativité comme support au parcours d'infertilité, ça a toujours été un sujet qu'on a porté au sein de l'association et de valoriser le travail des personnes, voilà, que les gens soient auteurs, créateurs, sculpteurs, ça a toujours été important pour nous parce qu'on a toujours considéré que c'était aussi un moyen finalement d'aller dire des choses aux personnes qui n'étaient pas dans les parcours. Donc là, ce soir, je suis ravie de vous accueillir, mesdames et messieurs. En même temps, ce qui est très impressionnant, je trouve, c'est le nombre que vous êtes. Et on aurait pu être encore plus nombreux parce que on a eu des sollicitations, il y a eu des gens que je me suis dit non, il faut l'inviter. Et en même temps, je me suis dit, mais si on invite tout le monde, on va passer 4 heures et on sera épuisé. Donc, ce que je propose aux spectateurs, s'ils ont des questions, c'est de pouvoir les écrire. Donc, dans le chat, il y a l'espace chat et l'espace questions et réponses. Soit on répond à la question tout de suite quand on la voit parce qu'elle est en cohérence avec la personne qui intervient, soit on les posera à la fin. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous présenter les uns les autres plus ou moins rapidement. Donc, vous nous dire comment vous appelez et puis nous dire ce qui vous amène à être soit un auteur, soit une autrice, soit un réalisateur ou une réalisatrice. Et comme je vois qu'il y a que des femmes, je me dis qu'on pourrait peut-être proposer à Arthur. Normalement, tu n'étais pas censé être tout seul. À Arthur, le seul homme de la bande, de commencer. Si tu veux C'est bien te gentil. présenter, Arthur. Parfait. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité. Je m'appelle Arthur Baumier. J'ai 36 ans. J'ai une belle moustache ce mois de novembre, vu que vous connaissez certainement Movember. Le mois en parle aussi de la santé masculine de façon générale. Et je suis ici aujourd'hui parce que j'ai écrit un livre témoignage sur l'infertilité masculine. Merci Virginie qui l'a entre les mains. Voilà. Et qui s'appelle Infertilité masculine, dossier 2931. Voilà, et donc il est paru aux éditions Coët Cohen ce 12 juin 2025, et vous pouvez le dévorer. Et je pourrai parler ensuite plus longuement en détail sur... ça raconte l'histoire de mon couple, mon histoire. Euh, je dirais que c'est le détail d'un effet papillon, de l'annonce de l'infertilité masculine et de tout ce que ça engendre ensuite sur moi, sur mon couple, sur ma vie de famille, sur la société, sur l'impact physique, psychologique. Et j'essaie dans le livre de balayer le plus de thématiques différentes pour que chacun ensuite puisse y piocher où il se retrouvera en fait.
Voilà. Ok, merci Arthur. Alors attendez, je reprends ma liste. Anne-Laure, c'est toi que je vois dans ma liste. Allez. Moi, je m'appelle Anne-Laure Borsolotti, j'ai 45 ans et j'ai connu Virginie à l'époque où on avait des blogs, À la grande époque des la grande blogs. époque. Et donc, Souvenez-vous. oui, c'est ça. Ça fait un peu dinosaure quand tu dis ça. Et donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Chère Dame Nature la pute, qui est sorti, qui est paru aux éditions de l'Archipel le 16 octobre. Et donc, c'est mon témoignage. Et ce sont des lettres que j'adresse à Dame Nature. Donc, c'est 47 lettres que j'adresse à Dame Nature. Et à la 48e, elle me répond. Et ce livre est volontairement un titre coup de poing, puisque c'était comme ça qu'on appelait quand on était en PMA dans notre réseau de blogueuses, qu'on appelait Dame Nature. On l'appelait Dame Nature la pute, parce qu'elle nous savonnait bien la planche. Et donc j'ai volontairement voulu ce titre coup de poing pour exorciser un peu, pour la catharsis, pour me moquer gentiment d'elle. Et donc c'est un témoignage qui a beaucoup d'autodérision, beaucoup de références pop culture et qui essaye de balayer toutes les étapes de mon parcours de PMA, parce que j'ai passé 8 ans en PMA avant d'avoir mon premier enfant. Et merci. Alors attends, parce que là je fais des trucs en même temps. Donc après j'ai vu qui sur ma liste? J'ai vu Wang. Tu peux nous présenter ton. Alors ton micro il est encore fermé. Bonjour, je suis Ti. C'est Wang Ti, on m'appelle Ah Wang Ti ou excuse-moi, Ti. Wang Ah, c'est Ti, pas grave. d'accord. Je suis scénariste, réalisatrice et je me suis orientée après 10 ans de PMA, mais sinon j'ai fait une formation prof, orthophoniste. Bref. Du coup, j'écris principalement maintenant pour l'écran et la page également. Donc, j'ai plusieurs projets en cours. Et le projet qui est actuellement en post-prod, c'est un court-métrage d'une quinzaine de minutes. Et ça traite plus de la PMA, mais de manière cinématographique, c'est-à-dire que je vais utiliser la lumière pour, euh, pour travailler un décor un peu atemporel. Et j'ai travaillé également avec une chorégraphe pour avoir quelque chose d'organique afin de montrer un peu les corps. J'utilise également, enfin, après ça, c'est plus dans mon intention. euh, de cinéaste, d'utiliser l'image, les formats, pour vraiment qu'on puisse sentir l'enfermement d'une femme lorsqu'elle doit faire un choix. Voilà. Et c'est une rencontre d'un choix d'une femme qui veut faire une congélation d'ovocytes et il faut elle annonce cet événement parce qu'elle est hyper heureuse de l'avoir, parce que c'est un peu la galère de l'avoir. Et pour ça, il faut qu'elle décale un rendez-vous familial. Et là, elle fait venir tout le monde pour annoncer comme une nouvelle. Et en fait, elle se ramasse un peu tout le bingo, euh, des petites Le phrases qu'on bingo des entend tout le bébés. temps. Voilà. Et D'accord. voilà, donc je le traite de manière un peu burlesque et dramatique, mais avec une image et une corporalité. Sinon, j'écris des nouvelles Et et aussi donc un là, roman. Voilà. ah oui, donc là c'est cinéma, nouvelles et romans Oui, j'écris toujours sur aussi le pour... thème de la fertilité. alors, la nouvelle revisitée, donc c'est sur le thème du don d'ovocytes. Et là, c'est vraiment sur le choix d'une femme face aux subjectivités des personnes que l'on rencontre. En fait, toutes les phrases que l'on entend, c'est pas forcément un mal, mais quand on a une idée un peu progressiste, quand il y a une représentation nouvelle de la parentalité, eh ben, on fait face à des subjectivités qui ont été finalement socialement construites. C'est ça que j'ai envie Hmm. de traiter dans le film, donc cette émancipation nouvelle et comment une idée quand elle est un peu nouvelle, notamment celui de la parentalité, elle est confrontée à des constructions sociales
donc je dis archaïque, mais c'est plus construite socialement et ancrée depuis très longtemps. D'où la difficulté de l'asseoir de manière légitime et d'être confronté en fait à cette violence qui n'est pas forcément de la faute des personnes, mais c'est plus systémique, quoi. Hmm, ok. Bah merci. Aliénor, est-ce que tu veux nous parler? Donc toi, tu es comédienne, Oui, avec auteur plaisir. et enfin autrice et comédienne. Oui, c'est ça. Donc, enchantée, je suis ravie de vous voir et d'être là ce soir. Merci beaucoup d'organiser ça. Donc, effectivement, j'étais avocate auparavant et je me suis formée comme comédienne et ensuite je suis devenue auteure. Et donc, j'ai écrit un seul en scène qui s'appelle La petite bête qui monte. Et disons que ce seul en scène, c'est le résultat pour moi disons, d'une double frustration et d'un double tabou que j'avais à l'époque. Double frustration parce que donc j'avais quitté ma profession d'avocat, je m'étais formée comme comédienne, j'avais commencé à jouer et donc j'avais cette envie de faire la comédie et de devenir maman. Et sauf qu'à ce moment-là, je me suis retrouvée avec donc une endométriose assez sévère qui m'empêchait clairement, qui a fait que à ce moment-là, la scène c'était trop dur. J'avais Hmm, trop de douleurs et en même temps donc ce parcours de PMA qui était aussi très lourd. Voilà, donc il y avait cette espèce de double frustration, non seulement de pas exercer vraiment ce que je voulais. Enfin, par ailleurs, je donne aussi des cours d'art oratoire, notamment à des avocats. Donc ça, j'arrivais quand même à le faire. Mais c'était trop compliqué de gérer aussi avec la scène et puis de me retrouver à pas réussir à avoir un enfant. Et puis, je parle aussi d'un double tabou parce que aujourd'hui, j'ai aucun mal à en parler. Donc, j'ai un petit garçon, Marceau, qui a 3 ans et demi. Et sauf qu'à l'époque, pendant ces plusieurs années, donc ça a été une PMA de 5 ans. Pendant ces années-là, en fait, j'arrivais pas, c'était trop difficile et je le comprends, enfin, je le vois aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est facile parfois, on arrive mieux à en parler après, mais pendant qu'on est en train de le vivre, parce que souvent il y a des gens qui vont dire, enfin, certaines personnes vont dire oui, mais c'est plus tabou, maintenant on en parle beaucoup. Mais en fait, quand on est en train de le vivre, c'est très difficile, enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé ça très difficile de l'assumer. Et il y a aussi ces moments-là, par exemple, où on prend pas d'alcool parce qu'on est en traitement de PMA et on nous fait des petits clins d'œil en mode, ah, ah, t'es enceinte, mais non. Et, et donc, il y avait voilà, cette espèce de tabou-là, de pas réussir à parler de ça. Et en même temps, de mon côté, il y a eu, et donc là, ce que j'ai écrit, hein, c'est une histoire fictive, mais qui est inspirée de mon histoire. Et il y avait aussi ce tabou-là qui était que je me disais, mais en fait, moi, je suis pas sûre, finalement, est-ce que je suis faite pour être maman? Et j'avais énormément de questionnements sur le fait de, à la fois une envie de maternité et des espèces d'énormes doutes et de grandes peurs de ça. Et c'était assez intéressant parce que ça a créé des choses assez bizarres. Donc même et un jour un psy m'a dit mais vous n'imaginez pas le nombre de femmes qui ont cette ambivalence, c'est-à-dire qui à la fois désirent profondément être mère, mais qui en ont une peur affreuse parce que on a cette peur de perdre en liberté, de perdre dans sa carrière, notamment quand on se forme comme comédien. Il y a même on peut entendre des phrases du genre ben quand vous êtes si vous devenez comédien enfin faut faire un choix quoi. Si vous voulez être maman, vous pouvez pas être comédienne, enfin ça va pas ensemble et tout ça. Et donc, c'est ça qui m'a amené. Et moi, c'était un peu une vengeance sur le papier. C'est-à-dire que dans ces moments-là, toutes les scènes que je vivais, j'en ai fait des moments comiques. Et en fait, ça me faisait un bien fou. Et hmm. donc on se sent extrêmement seul. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça me fait plaisir là ce soir de voir d'autres artistes qui ont aussi vécu ça. Et merci d'organiser ce mois-là parce que c'est ça qui fait du bien aussi. C'est de se retrouver aussi, d'unir ses paroles parce qu'on se sent souvent très seul là-dedans. Donc voilà, donc j'en ai fait un seul en scène inspiré de mon histoire, qui est l'histoire de Céleste et Adrien. Je la présente en disant que c'est une histoire qui démarre là où les contes normalement se terminent. Donc ils se marièrent, ils vécurent heureux et donc, il désire un enfant, mais ça marche pas. Et donc, ça va être ce combat-là, mais qui est raconté avec Céleste, qui est plutôt une anti-héroïne. Justement, c'est celle qui n'est pas du tout faite pour le combat, parce que c'est un personnage très angoissé, qui est beaucoup dans sa tête. Donc, justement, c'est pas du tout la personne qui est faite pour se battre pour la PMA. Et donc, ça va être à la fois l'histoire de ce combat pour avoir un enfant et de la naissance d'une femme dans une libération aussi intérieure et une émancipation. Hmm. Et donc ta pièce, tu l'as déjà jouée plusieurs fois. Oui, Ouais. Et là, on l'a programmé donc le 30 novembre, si je me mélange pas les c'est crayons ça. dans le programme. Oui, c'est ça. Donc C'est c'est un dimanche. Oui, Voilà, un dimanche à 16h. voilà, un dimanche à 16 heures.
Bah, je te remercie. Donc, on finit le tour de Avec table plaisir. et puis après, j'aurai des questions à vous présenter, à vous poser. Alors, ah, mais on a un nouvel homme. Donc, on fait un interlude masculin, si vous êtes d'accord, mesdames. Olivier, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Je t'entends. Attends, je vais bouger un petit peu parce que j'ai mes enfants qui sont en train de regarder la télé. Et Ah du bah coup, voilà, c'est du live en je vous direct entends pas bien depuis du le. tout. Alors, Euh, Olivier, donc Olivier, on s'est vu hier soir à Paris, oui, on puisque s'est vu hier soir. avec ton spectacle La Fif du samedi soir, ça a ouvert le mois de sensibilisation. Mhm. Et voilà, bah, tu peux te présenter, puis présenter le spectacle. Et puis après, on discutera. Comment me présenter? Ben, écoutez, donc je suis Olivier Guéry, je suis comédien, metteur en scène et auteur auprès de la compagnie Côté Court de Cholet. Et avec mon collègue Pascal Lévesque, nous avons écrit une pièce qui s'intitule La Five du samedi soir, qui est une comédie qui parle de fécondation. Avec Pascal, nous avons voulu euh, être deux hommes à parler de fécondation, parce que il se trouve que moi, dans mon parcours, eh bien, je trouvais que les hommes ne parlaient pas beaucoup de fécondation. Donc, ben, j'ai voulu parler de ce sujet-là. Donc, en fait, on parle de tout ce qui est la fécondation normale, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que quand les planètes sont alignées, et puis ben, quand les planètes ne sont pas alignées, qu'est-ce qui s'offre à nous, personnes qui sont dans des protocoles, pour avoir malgré tout le droit à avoir un enfant. Voilà. Et c'est sur l'angle de l'humour, ce qu'on peut dire. Hier, Oui, bah oui, bah oui, oui. C'est tellement compliqué, hein, le protocole dans lequel on peut se trouver à ce moment-là que oui, on a voulu que ça soit quelque chose de vraiment très très drôle. Après, c'est peut-être toi qui peux en parler plus que moi, Virginie, parce que tu l'as vu hier soir, le spectacle. Moi, je mm. trouve qu'il est très très drôle parce que je l'ai écrit, on l'a écrit avec Pascal dans cette mouvance-là. Mais toi, qu'en as-tu pensé? Bah, voilà. Hier, c'était humour et émotion. Donc, t'as envie. Enfin, moi, je trouvais que c'est. Déjà, je trouve que c'est important de pouvoir se rencontrer, enfin, être ensemble dans une salle de spectacle et de pouvoir donner de la visibilité à ce thème-là avec humour. Ça, je pense que ça fait du bien et ça fait du bien sur les hormones de pouvoir rire de ça. Et en même temps, c'est évidemment, il y a toujours beaucoup d'émotions. Et on l'a vu hier dans la salle où il y avait des couples où on se disait, oh là, on va tous se prendre dans les bras, on va faire une grande farandole de transmission d'hormones positives, ocytocine, et pour dire qu'on va y arriver et qu'ils sont pas tout seuls, quoi. Ça, c'était ce qui s'est passé hier. Oui, complètement. Complètement, mais ce qui est vraiment super agréable, c'est que les spectateurs ont joué le jeu. Et bon, je trahis peut-être un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, mais on prend deux personnes dans le public, notamment une personne féminine et puis une personne masculine. Et ben voilà, faut bien les choisir, mais c'est vrai que hier soir, c'était d'autant plus compliqué que sur les représentations habituelles, parce que ben là, j'allais le faire qu'avec pratiquement que des personnes, allez, à 99,9% que des personnes qui étaient en protocole ou en passe d'être en protocole, ou alors qui avaient leur protocole qui avait été handicapé, mais enfin qui n'avait pas fonctionné. Hmm. Donc c'était vraiment compliqué de choisir la bonne personne, mais en fait, c'est pas une question de choisir la bonne personne, c'est que euh, les personnes qui étaient là étaient des personnes qui étaient disposées à, à vouloir ben, parler d'eux par l'entremise, l'intermédiaire de ce qu'on leur proposait sur le plateau. Hmm. Donc c'était Oui, vraiment génial. parce que d'habitude, les spectateurs, c'est plutôt, oui, c'est du public tout venant, en fait, les gens qui Oui, viennent. Oui, c'est d'accord. alors Ok. bon, on a quand même des personnes qui sont en protocole, ça c'est certain. Mais là, tu vois, on va jouer dans notre ville là le week-end prochain, et bah, je suis persuadé que plus de la moitié des spectateurs
ne, ne sont pas du tout en protocole. Ils en ont entendu parler du spectacle. Ils savent qu'on rigole de la fécondation. Mais alors après, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que la deuxième lecture, ils n'y viennent pas pour ça. Mais la deuxième lecture, ça va être que ils vont se dire, ah ben oui, euh, nous aussi, on a eu des difficultés. Ça n'a pas duré longtemps, mais on en a eu. Et on Mhm. connaît des gens qui ont été en Mais difficulté. Donc, oui, oui, voilà. et puis je pense que l'autre intérêt, c'est aussi un travail d'éducation. Ouais. Ah, bah, totalement. Sur la fertilité, sur les techniques d'AMP que vous présentez avec humour. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Mais c'est ce que j'ai voulu, en fait, par l'entremise de ce spectacle. C'était un petit peu, j'aime pas le mot de masterclass, mais, euh, mais c'était un petit peu de dire, comme je le disais hier soir, moi, en tant qu'homme, je me disais, j'ai 49 ans pour les gens qui m'écoutent, et quand j'ai commencé à avoir des problèmes d'infertilité, c'était aux alentours de 35 ans, et je me disais à mon épouse, ah ben voilà, moi, un enfant, je peux t'en faire quand je veux, quoi. Et c'était pas le cas. Donc, ben, j'ai voulu en fait expliquer et dire que ben, il faut s'intéresser à ce problème-là le plus rapidement possible. Plus on s'intéressera à ça rapidement, ça ne veut pas dire qu'on est infertile, hein, mais plus on s'y intéressera de manière rapide, eh bien, moins on sera obligé peut-être d'utiliser des hormones, plus ça sera pas facile, j'aime pas ce mot-là, mais, mais, mais plus vite on sera pris en charge, en tout cas, avec des personnes compétentes qui Mm. pourront nous donner la façon de pouvoir aller vers la possibilité de peut-être, je l'espère, pour toutes ces personnes-là, avoir un enfant. Ok, merci Olivier. Donc, il faut Je que t'en je prie. finisse mon tour de table parce que donc, Charlotte, alors toi aussi, tu es autrice et comédienne. Alors, pour un spectacle, si on a une fille, on aimerait l'appeler Non, Violette. si c'est une fille, on Ah l'appellera voilà. Violette. Mon Voilà, nom, si c'est c'est une Jules, fille, on l'appellera Violette. Donc, on n'a pas pu mettre ton spectacle dans la programmation du mois de novembre, Oui, mais tu es là pour en parler. Donc, oui, oui, absolument. Oui, oui. Ben, merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Charlotte Braquet et j'ai effectivement écrit une pièce il y a 2 ans qui s'appelle donc Si c'est une fille, on l'appellera Violette. Et donc, elle met en scène aujourd'hui 6 comédiens, mais plus particulièrement, du coup, un couple qui est désireux donc d'avoir un enfant, mais qui va se confronter au fait qu'il n'y parvient pas. Et donc, on va suivre ce couple dans ce parcours et avec quand même un sujet qui est fondamental, en tout cas dans cette histoire, et qui va être en fait lié à l'enfance des deux protagonistes, et en l'occurrence un peu plus particulièrement l'enfance de Marguerite. Et on va comprendre en fait que on va comprendre voilà l'impact enfin, la résurgence en fait des traumas de l'enfance dans la capacité à procréer. Et voilà, donc la pièce parle de ça. Et donc, en fait, la volonté aussi, c'était de pouvoir distiller des sujets qui sont un peu annexes, mais qui sont en fait fondamentaux, notamment tout le corps médical, ce qu'ils vivent aussi de la pression et comment, en fait, ils amènent, sans le vouloir, hein, et très inconsciemment, mais un peu à déshumaniser et à médicaliser uniquement nous, patients et patientes. mhm. Et voilà, donc c'est ça. Donc la PMA, l'impact des traumas sur la capacité à procréer quand on devient adulte et, et tout ce que ça vient impacter dans la capacité à faire couple ou pas. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres dates qui sont prévues Oui, pour... oui, il y en a beaucoup. Enfin, là, on vient de terminer une exploitation il y a 15 jours de 16 dates à Paris. On va former des infirmiers, enfin en tout cas sensibiliser des infirmiers de Polytechnique de Valenciennes au mois de décembre. Ensuite, on reprend en janvier à la Camilienne au mois de janvier. Oui, voilà, au mois de janvier. On enchaîne sur 4 dates au local des autrices.
et on commence une nouvelle exploitation au Montmartre-Galabru à partir du 20 janvier jusqu'au mois de mars. Et là, je suis en discussion avec un autre théâtre. D'accord. Voilà. Et puis aussi Ok. avec des centres de fertilité un peu à Bayonne en ce moment, à Metz aussi. Enfin voilà, c'est des choses qui sont en Oui, oui, cours, en ok. discussion. Camille, je te garde pour la fin et je te donne la parole à Sophie. Oui, Euh, bonsoir à tous. Alors donc moi je m'appelle donc Sophie Medioni. Je suis autrice et comédienne et je suis également biologiste médicale spécialisée en procréation médicalement assistée depuis 25 ans. Moi c'est une reconversion en fait la partie artistique depuis quelques années. J'ai eu la chance de ne pas avoir de problème pour avoir des enfants. Mais donc, j'ai accompagné de très nombreux couples. Mais pour la pièce que j'ai coécrite, donc Filiation, j'ai mis le focus sur l'enfant. Et que finalement, je me suis dit que j'aidais les patients à avoir un enfant, mais on ne se préoccupe pas beaucoup finalement de cet enfant. Donc c'est une pure fiction, puisque finalement, moi, à part la photo du bébé, je ne vois pas les enfants. Bon, quelques coups passent passent des fois à nous montrer le bébé, mais ils veulent surtout tourner la page. Donc, euh, donc voilà, j'ai imaginé qu'est-ce que pouvait ressentir un enfant, qui a été conçu en PMA et particulièrement lorsqu'il avec est ton. issu d'un don Hmm, de gamètes. Voilà. ok. Et c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Donc pour ma première création, pour moi, ça a été comme une évidence de parler de ce sujet, qui est un D'accord. vrai sujet de société. Et donc le spectacle, il va être joué là le 16 novembre Tout à fait. au Théâtre Hébertot. Et hier soir, au spectacle d'Olivier, on a rencontré Nolwenn, Nolwenn. qui est ta Voilà. co-autrice, c'est ça? Co-autrice, voilà. Parce D'accord. qu'au départ, bon, pour la petite histoire, je fais court, j'ai commencé à écrire cette pièce au moment du confinement. Moi, j'avais commencé la formation pro pour être comédienne et ils nous avaient proposé de faire une capsule, ça veut dire 20 minutes, une pièce de 20 minutes, que j'ai écrite au départ seule. Après, donc je savais qu'il fallait la retravailler pour en faire une plus longue pièce. Hmm, Et puis après, bon, j'ai joué en tant que comédienne sur une autre pièce, j'avais mis ça un peu de côté. Puis j'ai commencé après en 2023 un atelier de théâtre et donc c'est Pierre-Olivier Scotto, un grand auteur de théâtre, qui m'a dit: est-ce que tu as déjà écrit? Donc j'ai expliqué, j'ai fait le pitch et là il y a Nolwenn qui s'est levée à la fin de la première séance, donc je la connaissais pas, elle m'a dit: ben moi ça m'intéresse, est-ce que je peux écrire avec toi? Moi, je devais m'y remettre. J'ai dit, ben, pourquoi pas à deux. Et puis, en plus, entre-temps, il y a eu les nouvelles lois de bioéthique. Donc, je savais voilà, qu'il y avait matière pour rallonger la pièce. Et donc, après, on a réécrit à deux. d'accord. Ok. Bah, je te remercie et on finit avec Camille. Donc Camille, je te laisse présenter à la fois le livre que toi tu as écrit et puis le festival Quoi ma famille et tous les autres spectacles qui vont avoir lieu là pendant le mois de novembre. Et puis après, j'aurai des questions que j'adresserai à tout le monde sur la question de est-ce que c'est facile de trouver un éditeur quand on est auteur? Est-ce que c'est facile de trouver des financements quand on veut monter une pièce ou faire un court-métrage sur ces sujets-là? Donc voilà, je vous les envoie maintenant et je laisse Camille présenter le, le festival et ton livre. Oui, bonjour à tous. Alors, bonjour aussi à tous ceux que je connais pas. Anne-Laure, moi, c'est comme vous. J'ai fait 8 ans de PMA, mais j'ai eu la chance d'avoir deux enfants. Le premier, au bout de 4 ans, avec nos gamètes, mais 4 fibres, et un gros problème d'infertilité. Et le deuxième, au bout de 4 ans, avec un double don, parce qu'entre-temps, mon mari est tombé malade. Le sécos a oublié de congeler ses gamètes. Ils ont oublié de remettre de l'azote liquide. Il a perdu tout ce qu'il avait congelé. Et moi, entre-temps, j'avais vieilli. Donc, voilà, moi j'ai deux enfants, gamètes, pas gamètes, et c'est exactement le même amour.
Et du coup, deux actions qui ont trait à raconter, sont liées à ça. La première, quand on a fait la PMA, mon mari m'a dit, mais c'est fou, je suis pas le premier homme à qui ça arrive et on n'en parle pas. Et lui-même était très mal, il n'osait pas en parler avec ses copains. Jusqu'au jour où finalement il a craqué, il en a parlé, ils se sont moqués de lui, ils ont fait des blagues potaches et ça lui a fait beaucoup de bien. Et du coup, à l'époque, hein, c'était, alors merci Olivier, merci Arthur hein, de prendre la parole. C'est comme Mehdi aussi, mais à l'époque, c'était aussi en 2017, voilà, 2016, il n'y avait pas de parole d'homme. C'est pour ça que moi, j'avais écrit un roman, mais je me sentais pas du tout habilitée ou légitime à le faire. Et donc, en fait, j'avais des copains comédiens et ils m'ont dit, mais génial, on en fait un film. Et on a eu beaucoup de mal à trouver un film parce que c'était de la fiction. Nous, on voulait faire rire. Et ce qu'on nous demandait, c'était des témoignages un peu larmoyants, du genre la guerre est déclarée. Et c'était pas du tout ça qu'on avait envie de transmettre. Donc, le projet est resté un petit peu de côté. Et puis, mon fils est passé en CP et un jour, il m'a dit, Maman, est-ce que ma sœur et moi, on est vraiment frères et sœurs si on n'a pas les mêmes graines de bébé? Et il était très mal. Et je me suis rendu compte qu'ils apprenaient la reproduction à l'école. Alors j'ai appelé la maîtresse qui m'a dit, oh là là, je leur dis pas du tout par où ça passe. J'ai dit, non, mais le problème, c'est pas par où ça passe, c'est que mon fils et sa sœur, ils ont une histoire particulière. Et voilà. Et la maîtresse, en fait, comprenait pas, était très choquée, en fait, parce que je lui racontais le fait que ma fille, c'était pas mes gamètes, ni celle de mon mari, mais que je l'avais quand même portée. Donc, j'ai dû lui offrir des livres pour qu'elle comprenne. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut qu'on brise les tabous, il faut qu'on en parle, surtout qu'au bout de ma rue, moi j'ai une voisine, sa fille voilà, est aussi née de dons de gamètes et elle n'ose pas lui dire. Et moi je sais que l'anonymat c'est vraiment délétère. J'ai eu la chance moi d'avoir une amie qui est née de dons de sperme il y a 40 ans qui m'a toujours dit qu'elle avait très bien grandi avec ça. Donc de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on a décidé avec Marion Boucard qui n'est pas là ce soir de lancer le concours de nouvelles. Et puis avec Librinova et les éditions Révolution. Donc ça a eu un succès fou. On a rencontré des gens extraordinaires, à la fois dans les auteurs et puis aussi dans les membres du jury. On a eu Marc Arnaud, Emma Cosso, voilà, Cécile Neuville, Anaïs Martin, Anne Le Goff, enfin, vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Le docteur Hélène enfin, Le Turbe, énormément. Donc, on a reçu plus de 118 nouvelles. On a sélectionné 24. Ça a été très difficile parce qu'elles étaient toutes de très bonne qualité. On n'a pas été en mesure, enfin, le jury n'a pas été en mesure de les classer parce qu'en fait, chaque jury avait un texte qu'il avait ému aux larmes, mais c'était jamais le même. Et par contre, il y avait des textes qui parlaient à tout le monde et qui étaient classés par tout le monde, mais qui n'avaient pas ému aux larmes. Donc voilà, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est un beau recueil. Et puis là-dessus, Marc Arnaud nous a dit, bah, on va faire des lectures. Et puis, il y a un autre artiste, Florian Bartsch, de la Comédie New, qui a dit, bah, moi, je vous fais une comédie musicale. Et puis, de fil en aiguille, on a eu la chance voilà, de rencontrer tout le monde. Alors, Charlotte, on n'a pas pu programmer le spectacle. Sophie, moi, j'ai eu la chance de venir à ta pièce. J'ai pleuré pendant 2 heures. Tu dis, je me suis mis à la place d'un enfant. Mais en fait, moi, tout ce que tu racontais, c'était tout ce que j'avais vécu. Hein. J'ai été totalement bouleversée par ta pièce. Voilà, donc le festival commence demain à Marseille avec la présentation de l'ouvrage. On va avoir un spectacle le 11 novembre à Marseille d'Irina Georgiev qui s'appelle La vie n'est pas un conte de fées. Et ensuite, on enchaîne le 13 novembre à Paris avec une comédie musicale d'improvisation offerte par la troupe New. Le 14, on a la trajectoire des gamètes de Cécile Cove. Le 15, on a Michael Delis qui, lui, est donneur et qui évoque la lettre aux enfants à naître de ses dons dans son spectacle, qui a gentiment accepté voilà, de participer au festival. Le 16, on a la pièce de Sophie Mediani et Nolwenn Ronde, donc Filiation. Et le 17, on a les lectures. Alors, ce n'est pas les meilleures lectures. En fait, les comédiens ont pris chacun la nouvelle qui leur parlait le plus parmi les 24. On aura aussi une jeune chanteuse qui s'appelle Ben Tilly. On aura Michael Delis qui viendront présenter. Et voilà, et moi je suis vraiment, enfin je vous remercie, ça a été magnifique. Je sais, Wang Ti, que tu veux faire un court métrage de la nouvelle, donc ça c'est vraiment génial. On a aussi Julie Vandal à Marseille qui a fait une expo photo qui va être présentée demain, qui est extraordinaire sur des familles. Et en fait, on ne dit pas, on présente plein de familles et on dit, c'est aux gens de savoir, de deviner si c'est gamète ou pas gamète. Et l'idée, c'était vraiment voilà, de briser les tabous. Donc voilà. Voilà un petit peu pour quoi ma famille. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est
toute cette production qui, il y a encore 5 ans, c'était pas possible. En fait, il y a 10 ans, il y avait une personne qui avait écrit un livre soit un roman, soit un livre de témoignages. Et là, depuis, oui, 3 ans, il y a plein, plein de productions. Donc, on voit vraiment que le sujet devient un sujet qu'on peut partager comme ça publiquement, soit dans sa véritable, parce que c'est notre histoire, soit parce qu'on fait de la fiction. Donc j'avais ma petite question sur est-ce que c'est facile quand même aujourd'hui en 2025 de trouver un éditeur, par exemple Arthur ou Anne-Laure, et puis la question financière pour nos autres intervenants. Je sais pas qui. Arthur, t'as ouvert ton micro. Je, oui, je vois un peu. Non, je pense que c'est pas facile de trouver des maisons d'édition. Et même pour moi, qui était entre guillemets sur un créneau plus fermé, parce qu'il y a beaucoup moins d'hommes qui écrivent par rapport au nombre de Hmm. femmes qui ont écrit sur le sujet de l'infertilité ou de la conception tout simplement. Malgré ça, il a fallu que je tape à beaucoup de portes pour réussir à trouver une maison d'édition qui serait prêt à se lancer avec moi dans cette aventure. Et, hum, et c'était intéressant parce que les quelques retours que j'ai eus de maisons d'édition, c'était oui, mais en fait, c'est un sujet qui n'intéresse pas encore ou Ah oui. qui concerne trop peu de monde. Et Hmm. donc, ça ne fera pas, ça marchera pas en fait. Hmm. Et alors pourtant, j'ai essayé d'expliquer que on parle quand même d'un couple sur quatre qui est concerné, donc ça concerne pas trop de monde, mais en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde quand même en France. Et puis j'ai essayé d'expliquer que j'avais écrit le livre non pas, alors oui, pour les personnes concernées, mais surtout pour tous ceux qui gravitent autour. Je parle dans mon livre de la secte des fertiles et des infertiles. Et le but est que ces deux mondes se cohabitent et puissent coexister. Et pour ça, il faut que chacun ait conscience de l'autre. Et donc, Hmm. j'essayais d'expliquer que j'écrivais ce livre pour les 85% de personnes qui n'ont pas de souci à avoir d'enfants. Mais malgré tout, ça a été difficile de trouver une maison d'édition. Et cette maison D'accord. d'édition, elle est Qued Quen Édition, en fait, a déjà publié deux autres ouvrages sur des parcours de Hmm. PMA. Et donc, c'est pour ça qu'il était intéressé par compléter sa collection avec le point de vue d'un homme. D'accord. Et Anne-Laure, est-ce que toi, tu as rencontré les mêmes difficultés? Moi, j'ai envoyé à plusieurs maisons. J'ai eu 2 retours positifs. Euh, dans les retours négatifs que j'ai eu beaucoup soit on a déjà un témoignage et on veut pas en publier un autre parce que bon, voilà, c'est bon, on a fait le job, voilà, on a un Ouais. témoignage. Euh, Soit j'ai eu, c'est trop niche, ça se vendra pas. Et pourtant, moi aussi, comme toi, Arthur, je disais, ben, ça concerne quand même 3,3 millions de personnes en France. Enfin, c'est juste un petit peu énorme. Bon, voilà. Et la promesse, moi, que je mettais en avant dans ma note d'intention, donc qui était jointe à mon manuscrit, c'était vraiment comme toi, de fédérer les fertiles et les infertiles autour d'un sujet qui est enjeu majeur de santé publique. Parce que je pense on pourra pas adoucir les parcours de PMA, mais on pourra adoucir la manière dont on traite les personnes qui suivent des parcours de PMA. Et je suis convaincue que ça passe par une information, et notamment l'information des fertiles. Moi, j'appelle ça les fertiles Hmm. ou supposés fertiles. C'est un peu comme toi avec la secte des fertiles, les moldus. Parce que je pense que, il y a encore trop de fantasmes autour de ce que c'est que la PMA. Et puis, t'as qu'à faire une FIV et puis ça va marcher. Oui, mais non, en fait. C'est pas aussi Hmm. magique que ça et ça marche pas aussi bien que ça. Donc voilà, j'ai eu la chance de tomber sur une éditrice qui est tombée amoureuse de mon texte parce qu'elle était traitée d'une manière qui était totalement différente de ce qui s'était fait jusqu'à présent, qui était un peu, moi je cherchais à faire quelque chose qui était un peu à mi-chemin entre le témoignage, donc vraiment la corde sensible, l'humour très très, voilà, humour, et puis l'aspect journalistique ou médical, donc quelque chose qui soit plus informatif, donc chercher quelque chose qui soit à la croisée des chemins. Et, euh, et donc voilà, mon éditrice est tombée amoureuse du texte, mais elle a appris énormément de choses. Parce qu'elle m'a dit, moi, je ne suis pas du tout confrontée à la fertilité, personne n'est Hmm. concerné. Je dis, que tu crois, que tu crois. En fait, il y a beaucoup plus de gens concernés que tu ne penses, et il y a beaucoup de silence qui entoure encore la PMA, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des initiatives comme ça artistiques de tous bords pour pouvoir sensibiliser à ce sujet.
Et alors, les financements pour le théâtre, là, on a plusieurs personnes qui... Est-ce que c'est facile ou pas? Est-ce que il faut argumenter Et non, c'est très difficile pour D'accord, trouver. J'ai dû être productrice alors que c'est pas du tout mon métier non plus. Mais c'est quand j'ai commencé à chercher des producteurs, j'ai pas eu de réponse. C'est même pas eu de réponse, quoi. d'accord, Donc, c'est difficile. Alors encore une fois, voilà, je trouve que c'est un vrai sujet de société. On en parle de plus en plus et j'ai du mal à comprendre même pourquoi les gens ne s'y intéressent pas. Pareil, j'ai été assez surprise lorsque j'ai contacté Parce qu'il y a beaucoup de comédiennes très connues qui parlent de ça. Et au départ, en fait, pour avoir plus de visibilité, j'ai même proposé, j'ai proposé à des comédiennes connues de jouer le rôle de la mère pour qu'il y ait vraiment un coup de projecteur sur la pièce et tout. Mais j'ai même pas eu de réponse, en fait. C'est pas non parce que je suis prise. J'ai même pas eu de réponse. Donc, euh, voilà, c'est assez étonnant quand on veut essayer de trouver des gens plus connus pour essayer de faire qu'un petit projet se développe davantage, en fait, que ce soit avec des financements ou de la notoriété, puisque ça aide énormément hein, dès qu'on a voilà, un comédien connu ou un metteur en scène connu. J'ai écrit aussi à beaucoup de metteurs en scène. Euh, voilà, mais donc du coup, c'est pour ça, bon, Nolwenn a fait du coup la mise en scène. Enfin voilà, on s'est débrouillé toute seule. Mm. d'accord. Mais Non, bon, je suis contente du résultat parce que au final, mm. j'ai quand même Mais je réussi pense à... que, pardon, Virginie, c'est important parce qu'effectivement, il y a eu cette question de ça va pas se vendre. Nous, on nous a dit, vous parlez à un public 35-45 qui va pas au cinéma. Et donc, faites une série. Et cette question, enfin, je pense à Anne-Laure, Arthur, vous l'avez bien dit, vous avez réussi à dire on va parler à tout le monde. Mais les gens ne se rendent pas compte que, effectivement, hein, c'est un couple sur quatre chez les hétéros. Et puis après, il y a les mamans solo, les couples LGBT. Donc, voilà. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'aspect. Et c'est vrai que dès que la création, elle veut se monétiser, on nous dit c'est pas rentable. Et Charlotte et Aliénor, vous avez la même expérience ou c'est un peu différent? Je rejoins Sophie dans le sens où ce qui est compliqué dans le théâtre, en fait, c'est que soit on a des financements publics, soit c'est des financements privés. Et donc, public, ça va être, par exemple, on va avoir des subventions, mais ça, c'est par exemple, il y a des concours, par exemple, avec des appels à texte, voilà, mais souvent, ces concours sont ouverts aussi à des auteurs déjà reconnus, etc. Donc, ça peut être le moyen d'avoir des financements publics, mais la plupart du temps, on se retrouve avec un financement privé. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de trouver un producteur. Dans mon cas, en fait, et c'est souvent comme ça que ça se passe, en fait, donc finalement, j'ai un producteur, mais ça suppose de faire exister l'objet, parce que le producteur, faut bien l'inviter pour qu'il voit le spectacle. Donc, pour l'inviter et qu'il voit le spectacle, ça veut dire qu'il faut faire, donc enfin, c'est ce que j'ai fait en tout cas dans mon cas, c'est que j'ai fait un showcase, c'est que donc j'ai payé déjà un régisseur, une metteuse en scène, une captation, enfin voilà, décor, costume, etc. Et donc en fait, il y a déjà un investissement financier à mettre au départ. Donc moi, j'avais économisé de l'argent pour pouvoir faire exister le projet. Et je vois enfin, je suis tout à fait d'accord. C'est tellement, j'avais écrit à plein de producteurs et les gens répondent pas. Enfin voilà. Et en fait, moi, j'ai écrit à des centaines de personnes. Enfin, je suis allée voir, enfin, à la fois des professionnels du théâtre et des professionnels dans le monde de la PMA. Et en fait, surtout les gens qui se sont déplacés à mon showcase, ça a été des personnes dans le monde de la PMA, qui travaillaient par exemple à l'hôpital Saint-Joseph, ou des personnes d'associations, ou même des entreprises en lien avec ce domaine-là. Et j'ai eu la chance d'avoir un producteur qui s'est déplacé et on a signé ensemble dans les jours qui ont suivi. Donc D'accord. ça, c'est super et j'ai conscience d'avoir eu beaucoup de chance parce que ben c'est pas évident et le théâtre, ce qui est compliqué, c'est que c'est difficile. Enfin oui, c'est un milieu qui est très difficile. C'est donc voilà, donc c'est jamais très évident. Et moi, j'étais partie en me disant bon bah je vais essayer de le faire par moi-même. Voilà, mais et donc et après même quand on a enfin même quand on produit, c'est que là nous on produit à deux, donc on est en coproduction.
Et donc l'idée là, c'est qu'on va l'emmener là, la pièce à Avignon. Et en fait, on est en train là, d'essayer de vendre des dates et de commencer à le déployer. Donc là, il y a déjà plusieurs dates qui ont été achetées. Mais voilà, c'est des processus qui sont compliqués parce qu'effectivement, enfin, en fait, je vois aussi de tous mes amis comédiens, etc., quand on démarre, c'est compliqué parce que personne ne nous attend et qu'il y a tellement de monde et Ouais. moins de spectateurs aujourd'hui. Et donc, c'est un milieu qui est compliqué. Enfin, voilà. Et j'ai oublié ce que je voulais dire d'autre, mais voilà. Mais une fois que, et même une fois qu'on est dedans, enfin, j'ai l'impression qu'il faut toujours un petit peu faire ses preuves, un peu, voilà. Donc, c'est, ouais, non, pas forcément facile. Oui, il faut tenir son projet, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abandonner Exactement. face à la difficulté du secteur. Tout à fait. Il faut beaucoup de persévérance. Oui, Mm. c'est ça, exactement. Ouais, c'est beaucoup de persévérance. Et toi, Charlotte, et puis après, je sais pas si Olivier est encore là, mais Charlotte. Ah, Oui, pardon, je voulais juste rajouter, pardon, désolée, je voulais juste oui, rajouter quelque chose, je l'oubliais. C'était juste parce que je voulais le communiquer parce que je trouvais important que justement la PMA, parce qu'on parlait du fait qu'on disait, ah, c'est pas intéressant, enfin, que certaines personnes allaient nous dire, ça intéresse pas encore assez de monde. Et je voulais simplement dire que justement le fait de traiter ce sujet m'avait en fait aidé à l'inverse. Que justement ça a intéressé des personnes parce qu'ils disaient, on a envie que des personnes s'emparent de ce sujet et que Mm. ça avait aidé à vendre des dates. Donc c'était pour te communiquer ce point-là qui me semblait important. Pardon. Euh, oui, bah en fait, moi, stratégiquement, je crois que j'en suis pas du tout là parce que effectivement, bon, je viens de sortir d'école, enfin, il y a à peine un an. Et avant, j'étais dans la direction d'établissement pour les mineurs auteurs d'infractions pénales. Et c'est vrai que je, dans mon processus, enfin, en tout cas dans la façon dont je monte des projets et dont j'imagine l'évolution, j'imagine pas que de là où je viens et avec absolument zéro réseau et aucune notoriété, ni même Mm. rien à vendre en tant que comédienne aujourd'hui. Enfin, je suis sur des projets et tout, mais du coup, j'ai même pas imaginé enfin, que le projet puisse être produit. Donc, en fait, j'ai une réflexion à l'envers. Donc, effectivement, la, la faire jouer, enfin, trouver le moyen de mettre de l'argent dans la compagnie. Donc, notamment par en fait des missions que moi je fais et sur lesquelles, du coup, la compagnie me paye, mais je lui Mm. demande une part pour l'assaut. Et en fait, comme ça, le budget monte un peu. Donc, on a pu faire les deux derniers Avignon, mais de façon vraiment très humble, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, ben, on a tant de budget, les comédiens qui participent peuvent mettre de leur fonds perso, genre, allez, 500 euros chacun. Étalé Mm. sur l'année, ben, ça nous donne cette enveloppe. Donc, on va trouver un logement qui va avec. On va trouver un théâtre qui, du coup, bah, est tout petit, mais va rentrer dans nos frais. Et donc, comme ça, on n'a pas de perte, mais on n'a pas de gain. On s'endette pas. Et en fait, voilà, petit à petit, c'est ça. Et, euh, et voilà, donc c'est vrai que j'en suis même pas là dans des recherches. Enfin, il y a une campagne de crowdfunding qui a été faite cette année et qui a permis de récolter 11 000 euros. Donc ça, c'était super. Mais, mais voilà, je parle vraiment de l'idée que c'est après, en fait, comment dire, après avoir un peu prouvé et tenu sur le long, Mm. que peut-être, c'est même pas sûr, que des choses pourront s'ouvrir. Donc, du coup, j'ai même pas regardé les financements publics et je suis pour l'instant que sur, ouais, sur du privé, avec par contre, voilà, cette volonté que j'ai de pouvoir euh, mettre à contribution des hôpitaux, donc je sais qu'ils ont parfois des petites enveloppes. Et puis, Mm. ça se fait aussi de dévier un peu même les pédagogies qu'ils ont au sein des institutions en essayant de former d'une façon plus ludique ou un peu plus alternative. Mais voilà, donc, mais il faudrait que je m'y mette au financement, enfin, au moins à cette connaissance-là, mais là, bah, zéro, zéro, zéro. Et Olivier, toi qui as peut-être une expérience plus grande, tu as peut-être quelque chose à nous dire sur ça ou pas?
Non. Alors, est-ce que toi, sur la question plus la audiovisuelle ou Ouais, alors, c'est vrai cinématographique, que c'est... ouais. En fait, dans l'écriture, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on écrit un scénario. Une fois qu'il est validé, on peut aller le pitcher et rencontrer des producteurs. Donc, moi, quand je le pitch, ça plaît au public, aux comédiens, aux personnes techniques qui sont présents parce qu'ils voient un projet qui peut émerger. Et après, quand j'ai pu le pitcher à un producteur et la première chose qu'il me dit, c'est ah, ça fait pas partie de mes valeurs. Du coup, parce Ah, qu'en plus, mon film, ça re-questionne un peu. C'est une femme qui veut avoir un enfant coûte que coûte, elle est seule, elle s'en fiche, quoi. hmm, Et bah, déjà, on est confronté aussi à la ligne éditoriale, enfin, de la maison de production. Ça m'avait refroidi. Et du coup, je lui dis, mais je m'en fiche, je vais le faire, mon film. Tes valeurs, c'est tes valeurs, quoi. Enfin, et du hmm, coup, je me suis lancée dans le crowdfunding. Le plus difficile ensuite, c'est de trouver une équipe, trouver la chef-op, trouver la première assistante réelle, pouvoir faire le découpage par rapport à une vision, à des intentions artistiques que je veux. Du coup, j'ai dû écrire, parce que dans le film, il y a une chanson avec des paroles. Après, il faut une chorégraphe, trouver tous les comédiens. Euh, euh, Rencontrer aussi, enfin, trouver des comédiens et leur dire, trouver les personnes techniques, les comédiens, et leur dire, bah moi, j'ai pas de prod, c'est de l'autoproduction, ça va nécessiter ça et ça comme travail. Donc, j'ai réussi à monter une équipe de 25 personnes pour pouvoir avoir la maquilleuse, hmm. tout, l'habilleuse, mais aussi toute la régie. Enfin, j'ai fait fonctionner beaucoup de monde et à partir du scénario, on va dire. Ils lisent le scénario et on se rencontre, on boit un café, ils voient un peu l'intention artistique et ils sont d'accord ou pas. Et là, ça commence. Et du coup, avec tout le travail, parce que ça fait des mois que ça fait 2 ans qu'il est écrit, mais il a commencé à trouver son équipe depuis juillet. Et D'accord. voilà. Donc, oui, la question de l'argent, c'est cette confrontation aussi à d'autres histoires. Le producteur, faut pouvoir convaincre. Au-delà du producteur, après, si on a envie de l'autoproduire, c'est aussi convaincre toute une équipe parce que c'est hyper cher le cinéma. Ouais. Voilà. Et ça, Bah, on c'était avait, il y a une 2 ans aventure. maintenant, on avait été contacté par aussi un réalisateur, Guillaume Bourg, qui avait fait un court-métrage qui s'appelait Précieuse. Et là, c'est pareil, la recherche de financement avait été très longue. Il y avait du crowdfunding, il y avait essayé de trouver de l'argent auprès des départements, enfin, tout un tas de solutions. Mais finalement, tu perds peut-être des fois un peu ton projet artistique à essayer de tenir sur le long terme et de trouver l'argent pour le faire aboutir. Là, ce soir, il y a aussi Olivier Lambert qui devait être là, qui est pareil, est en train de travailler sur un court-métrage qui s'appelle Champion pour l'instant et qui cherche aussi un financement, donc là vraiment sur l'infertilité masculine. Donc ça, je pense que c'est un vrai souci, mais je trouve que c'est à la lumière du sujet fertilité, AMP dans la société, où il faut encore à chaque fois faire ses preuves ou tomber sur les personnes qui eux-mêmes ont vécu ça ou sont sensibles à la cause. Et si on tombe pas sur la bonne personne, eh ben, ça n'avance pas. Que ça soit politique ou créatif, voilà, c'est la même chose, quoi. C'est le sujet en lui-même qui finalement n'est pas encore un sujet banal qu'on pourrait traiter comme n'importe quel autre sujet, quoi. Après, c'est vrai que je l'ai fait lire bah là, maintenant que je l'ai fini, je l'ai visionné avec un réalisateur connu qui a fait dans la cuisine des Nguyen. Et le thème, il me dit qu'il est important. Après, tu vois, tout le monde va reconnaître que c'est un thème important et
quand on est dans l'audiovisuel, les personnes vont aussi regarder un peu la patte artistique. Et du coup, c'est là où en termes de note d'intention, il faut qu'on puisse aussi défendre en fait un traitement artistique. Donc, comment je vais le réaliser, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et au-delà du propos, voir comment on peut le traiter avec une écriture ou même une réalisation qui va montrer en fait encore la singularité Ouais. ou d'un autoriste. Voilà. Du coup, je pense que c'est pouvoir lier et la création, et je trouve que c'est intéressant le nom que tu as donné, infertilité fertile. C'est par rapport à ce problème d'infertilité, comment finalement, on recrée ce petit bébé un peu créatif. Voilà, donc c'est lié les deux qui est difficile. Et c'est vrai que j'ai pioché financièrement dans mon assurance vie, quoi. Ouais. Alors j'ai une question. Si vous avez d'autres questions à vous poser les uns les autres, faut pas hésiter. Mais là, j'avais encore une question sur la médiatisation, qui est encore un autre sujet. C'est comment le livre ou la pièce ou le court-métrage est reçu médiatiquement, quels sont les relais médiatiques ou alors les expériences là récentes des uns et des autres à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Anne Charlotte, oui. Oui, enfin, vous voulez dire au niveau de comment c'est perçu par le public, par exemple, Alors, le ou public, s'il mais y a aussi les médias, parce qu'on les sait bien que médias. pour que les spectateurs viennent, il faut que ça soit relayé dans les médias, alors soit les médias spécialisés, soit les médias grand public. Pour que les gens achètent les livres, il faut que je sais pas, les librairies les mettent en avant ou que Oui, des journalistes spécialisés parlent de ça. Ma question, c'était par rapport à ça. ok. Ben, là, sur notre première exploitation, là à Paris, on n'a pas encore eu de médias, mais sur la fin, on a eu des comédiens, scénaristes aussi un peu connus qui sont venus et qui, du coup, parce qu'ils ont aimé la pièce, mais vraiment adoré la pièce. Mais pourquoi ils ont aimé la pièce? Et je pense qu'en fait, du coup, c'est important. En fait, ce qu'ils ont surtout aimé de la pièce, c'est euh, qu'ils ont, en fait, ils ont compris, en tout cas à travers, bon, voilà, Violette, euh, ils ont compris ce qui se passait à l'intérieur. Et qu'en fait, j'ai l'impression que la Mm. PMA aussi, euh, elle, elle, elle a un peu de cette, oui, de cet imaginaire qui reste flou, ou pour ceux qui ne le vivent pas, s'ils n'ont pas accès à ce qu'il se passe pour nous ou pour les hommes, ben c'est moins, ça impacte moins parce que c'est beaucoup plus invisible que des sujets d'ordre, je sais pas moi, les violences conjugales, qui sont en fait ou le harcèlement, qui sont tout autant des sujets de société, mais qui sont beaucoup plus visibles et en fait qui aussi engendrent un trauma a Mm. priori peut-être qui peut être beaucoup plus rapide que celui que la PMA implique sur les hommes et les femmes qui le vivent. Tout à l'heure, je sais plus qui disait ça, mais quelqu'un a partagé que pendant en fait tout le processus, on ne se rend pas compte de ce qu'il se passe pour nous et que c'est souvent après coup que en fait tout revient, etc. Parce que pendant qu'on y est, il n'y a que cet objectif-là à atteindre. On a Mm. envie que ça passe le plus vite possible alors qu'on rentre dans un processus qui est terriblement long. Et en fait, c'est un sujet en tant que tel qui porte énormément de paradoxes, surtout. Mm. Euh, Aussi bien sur sa place en tant que sujet de société que sur, oui, sur tout ce qu'il implique sur ben, le sujet de la maternité, sur le projet d'avoir un enfant. Et donc, c'est difficile de trouver l'endroit pour qu'en fait, les gens comprennent tout de suite. Et donc, ce qui a été intéressant, enfin, en tout cas, ce que les gens disent après Violette, c'est que, en fait, ils ont compris ce que chacun des personnages vivait et traversait. Donc, du coup, ça les rattache, ça vient susciter chez eux de l'empathie
et du coup de la compréhension. Et de cette compréhension, ils labourent dans leur tête en se disant, OK, donc du coup, en fait, tout est finalement lié Mhm. et on en comprend l'importance. Et de là, parce que du coup, le bouche à oreille va commencer à fonctionner, des gens vont en parler et vont pouvoir amener, enfin, en tout cas, en parler à justement des médias, etc. Mhm. Et en fait, c'est pas du tout c'est vraiment un chemin à l'inverse de tous ces grands, enfin, j'ai l'impression, avec la vision que j'en ai aujourd'hui, que oui, ça reste un sujet de société, mais c'est peut-être un sujet niche de sujet de société pour lequel, en fait, tout se déconstruit et n'est pas du tout à prendre par le même angle que les autres grands titres ou les autres grands sujets qu'on aborde en général. Donc voilà. Ok. Et toi, Anne-Laure, parce que là, tu arrives à un moment finalement avec ton livre où on a l'impression que le social et en tous les cas les médias sont attentifs. J'ai Oui, trouvé. mais il faut pas négliger le fait que j'ai la chance d'avoir une attachée de presse que m'a attachée ma maison d'édition. Et Ouais, donc, c'est aussi son travail à elle d'aller démarcher les médias pour que ça ait des répercussions. Donc là, j'ai été invitée il y a 15 jours, juste après la sortie du livre, chez Mieux Média, qui est la nouvelle chaîne santé de Michel Simès, chez Femmes Actuelles et au maternel. Je suis passée au maternel il y a 15 jours. Mais ça, c'est aussi le travail de l'attaché de presse. d'accord. Et je rejoins ce que disait Charlotte sur l'aspect sujet niche de société. Je pense que c'est lié aussi au fait que c'est un sujet quand même encore très tabou parce que ça touche à la sexualité, ça touche à l'invisible. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est plus difficile de communiquer là-dessus parce que effectivement, quand on est dedans, on vit son parcours et donc du coup, on n'a pas peut-être pas le... Voilà, on est peut-être vraiment à fond sur son objectif et c'est après coup qu'on décante les choses. Et puis, il y a la partie des personnes qui sont a priori pas concernées ou qui ne se pensent pas concernées et qui là vont d'une manière ou d'une autre accéder à l'information, se rendre compte de ce que c'est vraiment et ça va faire son chemin. Et donc, je pense qu'il y a deux niveaux de lecture. Il y a certes le travail que font les médias pour... pour appuyer un spectacle, un livre, enfin tous les objets artistiques qu'il peut y avoir autour de la PMA, mais il y a aussi le travail qui se fait plus dans la population et de se reconnaître, de dire moi aussi, ou je connais quelqu'un qui, et je pense que c'est les deux aspects qui vont permettre de faire connaître et de médiatiser les objets créatifs. Je Et pense toi, que Arthur, toi, la maison d'édition, elle n'a pas d'attaché de presse. non, ma maison d'édition, elle est plus petite, donc elle n'a pas d'attaché de presse. Après, elle essaye de faire une médiatisation par un communiqué de presse général, mais en fait, ça a peu d'impact, je pense, parce que il y en a plein des communiqués de presse qui passent par plein de maisons d'édition. Et donc, au Mm. contraire, je pense que du coup, la stratégie, c'est de partir démarrer par les médias qui sont entre guillemets acquis, c'est-à-dire ceux qui sont dans la thématique. Donc, ça va être, j'étais en contact avec Payette Magazine, Mm. ou avec FIV.fr, ou avec BAMP, et c'est Mm. grâce à vous qu'en fait, ça permet d'avoir un début de connaissances, et c'est à partir de là qu'ensuite, on va pouvoir étendre le réseau pour se faire connaître, parce qu'en fait, expliquer qu'en fait, ça ne concerne pas que ces personnes-là, et donc passer dans l'idée, c'est d'aller vers des médias qui sont plus généralistes, Mm. en fait. Et donc, je pense que ça prendra du temps, parce que ça se crée au fur et à mesure, mais je vois que les retours de tous ceux qui lisent le livre, par exemple, ils vont dire, on s'imaginait pas qu'il y avait autant d'implications, ou qu'il y avait autant d'hommes concernés. Et donc, en fait, c'est en appréhendant le sujet, et c'est ce que disait Anne-Laure, c'est en ayant connaissance de l'information qu'après les gens vont s'y intéresser et du coup vont vouloir en parler. Et donc là, j'ai quelques rendez-vous qui sont déjà prévus vers des médias plus généraux. Le Point, c'est News, et ça va se faire au fur et à mesure, en fait. D'accord. Et après, je pense que la fertilité masculine, c'est le tabou du tabou. Mais d'un autre côté, si après on ose en parler, je pense que du coup les médias seront intéressés pour avoir ce point de vue-là aussi. Donc, il Mais faut prendre son ouais. temps.
Voilà, c'est ça. Et le travail que vous faites, c'est comme s'il y avait une boîte qui s'appelle AMP ou PMA, une boîte comme ça. Et finalement, les gens se disent, ouais, c'est ça, c'est la PMA. Et quand ils ouvrent la boîte, eh ben, ils s'aperçoivent que, oh, il y a des hommes qui désirent des enfants. Oh, il y a des situations où la fertilité, c'est lié à des problématiques médicales, ou c'est lié à des constructions familiales. Et c'est là le travail de fond, en fait, que vous faites. Et ce qui permet de faire avancer et d'aller plus loin. Olivier, tout à l'heure, t'étais pas là quand j'ai posé la question J'étais de, en train de de... coucher mes enfants, je suis désolé. Non, mais t'inquiète, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'important à faire. C'était parce que là, il y a eu Aliénor, et Sophie et puis Charlotte qui parlaient, on a parlé du financement. Oui. Et toi, je voulais voir ton expérience parce que ça fait longtemps que tu fais du théâtre et est-ce que c'est facile de trouver des financements sur des sujets comme ça? Sur des sujets, c'est pas évident. Sur des sujets comme ça, en fait, on a un dispositif, nous, dans le Maine-et-Loire, qui s'appelle Mécène et Loire. Et à mon collègue, je lui ai dit, il faut absolument qu'on fasse un dossier parce que je suis sûr et certain que on peut, je pense, avoir un petit peu d'argent par rapport à ce dispositif. Et puis, au final, on a bien fait de le faire parce qu'on a eu 6 000 euros. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient vraiment. C'est un dispositif qui met en place des chefs d'entreprise et qui mettent de l'argent, je pense, pour avoir moins de Font du TVA à mécénat, quoi. payer ou quelque chose. Ouais, Comme. c'est du mécénat, ouais. C'est du Hmm. mécénat. Et puis, nous, on était 70 dossiers, et sur 70 dossiers, ils en ont pris 15. Donc, il y avait le nôtre. Et ils ont décidé de nous attribuer la somme qu'on avait demandée, c'est-à-dire 6 000 euros. On était vraiment très très contents. On ne pensait pas. C'est-à-dire qu'en fait, nous, par rapport à notre compagnie, la compagnie Côté Éco, on n'a jamais eu aucun financement. Donc, on s'est dit, bon, on va le faire. Voilà, parce que on ne sait jamais. Et on a bien fait parce que c'est vrai il y a des gens qui ont été réceptifs à ça. Et c'est ça qui m'a plu, en fait, là-dedans. C'est Hmm. vraiment ça qui m'a plu, c'est qu'il y a eu une réception, des gens qui se sont dit, on peut essayer de promouvoir, entre guillemets, cette bonne parole, quoi, celle de la fertilité. Bon, malheureusement, ça s'arrête au biais du financement, ça ne va pas chercher plus loin, mais bon, voilà, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Après, ce qui est vraiment, moi, je trouve, hein, de notre point de vue, c'est que les gens, j'ai l'impression que les gens ont peur d'aller vers ce genre de spectacle. Et ça peut se comprendre parce que je pense, c'est ce que je disais hier soir, hein, Virginie était là pour l'entendre. Moi-même, ayant eu des problèmes d'infertilité, je ne sais pas si à l'époque, s'il y avait eu un spectacle qui avait été dans cette mouvance-là, je ne sais pas si j'aurais été vraiment euh, un auditeur à part entière, quoi. Hmm. Donc voilà. Mais je suis content à l'heure actuelle d'en parler et de le promouvoir en tout cas. Alors, il y a Aliénor qui a levé la main. Je te vois plus, Aliénor. Hop. Oui. En fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Olivier, parce que moi, on m'a même dit, c'était très drôle, quelqu'un qui m'a dit, ah, j'en ai parlé à des potes qui ont vécu de la PMA comme toi, mais ils voulaient pas venir voir parce qu'ils disaient que ça allait trop leur foutre le cafard. Donc même des gens qui l'avaient vécu, voilà, se disaient, bah, j'ai pas envie de revivre ça. Mais je voulais rebondir aussi sur une note plus positive, c'est de dire que, en fait, j'ai l'impression que là, on est beaucoup à le traiter avec de l'humour et avec de la légèreté, et que c'est beaucoup de choses à mettre en valeur, parce que c'est marrant, enfin, c'est revenu beaucoup. Ce que tu disais pour le cinéma, il voulait quelque chose de larmoyant et que toi, c'était plus dans l'humour. Je crois qu'Anne-Laure, tu as parlé d'autodérision. Olivier aussi, c'est dans l'humour. Enfin, voilà. Et que je pense que c'est un angle assez intéressant. Enfin, de toute façon, ils le sont tous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de mettre ça en valeur parce que, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu dans les réceptions. C'est-à-dire, enfin, enfin, j'ai senti que les retours que j'ai eus, c'était que ça faisait du bien aux gens de mettre de la légèreté dans un sujet poignant et que enfin voilà, enfin parce qu'en tout cas moi en plus je parle de mon histoire donc voilà, mais et que ça peut aider aussi beaucoup
Et enfin voilà, donc c'est pour ça que je rebondissais là-dessus. Et tout à l'heure, j'avais pas développé, parce que déjà, excuse-moi, Charlotte, j'ai parlé juste avant, au moment où tu devais parler. Mais je voulais rebondir là-dessus parce que justement, le côté un peu niche, et comme on n'est pas encore beaucoup à parler de ça, j'ai eu l'impression que ça pouvait aussi nous aider. Parce Mm. que justement, moi, il y a eu un peu des personnes, enfin, justement, que ce soit des personnes d'hôpital, des personnes dans des privés, etc., même dans des sociétés. En fait, je me rends compte que des entreprises commencent à déployer ce sujet-là. Donc, je voulais rebondir là-dessus sur les histoires aussi de financement, que, ben, notamment, moi, j'ai vendu des dates à des entreprises parce que qui sont dans ce domaine-là, mais parce qu'il y a aussi l'idée que maintenant, on se rend compte que c'est un sujet de travail aussi, c'est un sujet de société. Mm. Enfin, ouais, c'est un sujet de société et c'est un sujet donc qui va impacter aussi la vie professionnelle, qui va impacter d'autres endroits. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de et c'est aussi Olivier, tu disais que du coup il y a eu des financements aussi parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à être aussi touchées par ce sujet et qui se rendent compte de l'importance d'en parler. Donc voilà, c'était ce que je Oui, voulais partager. mais ça, c'était une question que je voulais vous poser. Enfin, pas poser, mais c'est un constat, et j'en ai déjà parlé avec Olivier, mais là, je peux en profiter que vous êtes tous là, mais je trouve que c'est un bon outil pédagogique, en fait, la création artistique, quelle qu'elle soit, et d'aller faire bah, jouer la pièce auprès des étudiants en médecine ou auprès de gens qui sont, par exemple, des lycéens ou je sais pas qui. Pour moi, c'est un vrai, vrai outil. Et c'était déjà nous ce qu'on voulait faire quand on avait fait l'exposition Trace au tout début de l'association, c'était amener quelque chose, un objet culturel, le mettre dans un endroit où c'est pas prévu que ça soit, pour que ça vienne toucher des gens, les interroger. Et là, enfin moi, sachez qu'en tous les cas, nous, c'est quelque chose qu'on porte en disant, bah, vous voulez faire une action dans une entreprise ou dans une université ou auprès d'étudiants, et bah, il y a une super pièce qui pourrait très bien rentrer dans ce cadre-là, où il y a ce super court-métrage. Ça, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on porte parce que ça nous semble intéressant. Anne-Laure, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Aliénor au sujet de l'humour. Euh, Moi, je pense que c'est une vraie porte d'entrée de le traiter par l'humour, déjà pour soi, pour la catharsis, parce que la colère fait partie du processus et que quand on vit la PMA, on est très en colère, bah, contre tout, contre la fatalité, contre soi, il y a plein de raisons d'être en colère. Et je pense que quand on ajoute l'humour à ça, eh ben, c'est les ingrédients indispensables à la catharsis. Et c'est pour ça que c'est important de le traiter par l'humour. Mm, Et au-delà de ça, je crois aussi que c'est une vraie porte d'entrée pour traiter d'un sujet quand même assez lourd. C'est pour ça que, euh, par exemple, dans mon livre, il y a quand même l'aspect sensible et l'aspect pathos qu'il y a, parce que c'est lié à mon parcours, c'est mon histoire, je n'invente rien et c'est vraiment ce qui s'est produit. Donc il y a des moments qui sont quand même assez douloureux et difficiles, comme dans tout parcours de PMA. Mais le fait d'y intégrer l'humour, ça permet aussi d'intéresser les fertiles à ce type de sujet. Parce que si on restait, je crois, juste dans... Enfin, c'est ma conviction. Si on restait, je crois, juste sur la corde sensible, on toucherait, oui, les fertiles qui sont très sensibles. Mais mm. on ne pourrait pas évangéliser et sensibiliser beaucoup de monde. Alors qu'en passant par l'humour, je crois que ça permet d'avoir accès à la vérité, à la réalité, à ce qu'il y a derrière. Et ça permet de mieux faire passer le message, quoi. Je te donne la parole et après, il nous reste un quart d'heure, mais on peut aller un peu plus loin parce que c'est nous qui sommes les maîtres du temps ce soir. Parce que je voulais vous parler d'autre chose, mais allons-y. Oui, je voulais juste rebondir par rapport aussi à la question de la promotion. C'est vrai que c'est difficile pour les producteurs, mais aussi pour les gens lambda d'en parler, et parce que les personnes qui sont dans le parcours, euh, elles se cachent de par des représentations sociales euh, très intégrées par rapport à la parentalité, quelque chose de naturel. Et en fait, c'est ce côté naturel que quand on est dans le parcours, eh ben, c'est plus naturel. Et du coup, quand moi j'ai pu en parler pour lancer la campagne Ulule, et ben là, il y a plein d'amis, de médecins et qui disent, ah ben en fait, tu sais, moi je l'ai dit à personne, mais mon Mm. fils il est né d'une PMA ou
une autre collègue qui vient, qui dit, ah bah moi aussi. En fait, on était plein, sauf que cette difficulté à en parler déjà, quand nous, on est dans le parcours, donc quelque part, on a intégré une construction sociale et c'est, enfin, et puis, parce que là, on en est tous un peu sortis, du coup, on peut faire émerger une création. Mais quand on est dedans, eh ben, on est dedans, quoi. Et c'est voir comment articuler, euh, en parler. Et du coup, pour ma part, j'ai pris le biais enfin, le biais. Je l'ai attaqué plus dans le traitement créatif. Et le thème, euh, je l'ai mis en deuxième. Et par exemple, là, aujourd'hui, j'ai eu une association qui m'a appelée pour me dire, ah bah il en est où votre film? On a envie de pouvoir vous suivre dans l'écriture. Et là je lui dis, ah désolé, il est déjà tourné quoi. Mais Mm. et c'est vrai que celui-là je l'avais tourné différemment. J'ai pas mis la PMA en Mm. exergue pour. Charlotte. Oui, je voulais reconfirmer la nécessité de l'humour parce que notamment je pense qu'on sera tous d'accord que en fait la PMA en tant que telle et l'infertilité en fait c'est symboliquement déjà une mort de plein de choses Mm. pour nous qui en plus se perpétue après par les échecs très concrets de prise en charge quotidiennement et donc en fait on est très vite, on est très vite, comment dire, concerné par la nécessité de dépasser en fait le deuil permanent et notre propre effondrement interne. Et donc en fait, j'ai l'impression qu'en fait l'humour, il est intrinsèquement lié à l'espoir très humain en fait que on développe nous-mêmes, d'essayer dans cette course-là, d'avancer malgré tout, de prendre les choses avec légèreté. Et donc après, bon, évidemment, ça va dépendre des états d'esprit, mais j'ai une grande confiance oui, la capacité et l'exploitation de l'humain à avoir un instinct de survie qui est très, 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 très poussé. Et donc, voilà, j'ai effectivement cette croyance qu'en fait l'humour finalement arrive naturellement parce que la PMA nous a extrêmement confrontés et que on a la nécessité absolue de trouver d'autres ressources et un autre chemin pour pouvoir continuer d'avancer. Donc c'est presque inhérent finalement. C'est terrible parce que c'est terriblement douloureux, mais en fait, en rire, c'est ce qui fait en rire. En tout cas, avoir pris de la hauteur dessus et réussir aussi à nous libérer, nous, en restant pas seuls concernés, mais en explorant ce qui se passe à droite, à gauche, les mouvements des familles, les mouvements des médecins, etc. C'est ce qui va permettre, oui, de sortir du marasme un peu et aussi de donner du coup l'envie aux gens parce que les gens si on leur vend la mort, bon, comment dire qu'on y va tous, donc il y a rien de voilà, Mm. il y a rien de on n'a pas trop envie quoi. Voilà, bon, moi c'était ça. Alors, il nous reste pas longtemps, mais on a le temps quand même. Je voulais juste donner la parole à Sabrina, que j'ai pas présentée depuis tout à l'heure, qui est bénévole, référente, j'arrive pas à parler, qui est la référente bénévole de l'antenne Occitanie. Et donc, c'est entre Rodez et Montpellier. Je vous laisse imaginer. Et Toulouse, et Et Toulouse aussi. Toulouse. Et donc, Sabrina, avec le centre AMP Saint-Roch, vous organisez des portes ouvertes. Redis-moi Bonsoir la tout le date. monde. Bonsoir tout le monde, oui. On est à notre quatrième édition. Euh, donc c'est le 22 novembre, le samedi 22 novembre. Et chaque édition, il y a un thème fort. Et l'avant-dernier était sur l'endométriose. Avant, c'était le SOPK. La toute première, c'était sur le parcours patient dans toute sa dimension. Et puis là, c'est sur l'infertilité masculine. On a osé parce que c'est vrai que ces portes ouvertes, ben, quand on met un thème fort, tout le monde n'est pas forcément intéressé par le thème, mais comme on dit, ben, c'est aussi sensibiliser tout le monde.
et que les hommes ont aussi 50%, ont 50% du travail dans un parcours de PMA et qu'ils doivent être impliqués. Donc, c'est pour ça que nous avons, on l'avait déjà dans la tête depuis un moment de faire le thème sur l'infertilité masculine. Donc, nous aurons Arthur Baumier avec nous, qui présentera son livre et qui animera aussi une partie de la conférence avec le docteur Chevalier et le docteur Fex. Et Voilà. justement, normalement, là, il y a des médias qui viennent. Alors, c'est des médias locaux, mais ça donne une certaine visibilité, Arthur. Ouais, alors, on les a pas à tous les coups. La dernière fois, on a eu la chance, donc pour l'endométriose, on a eu la chance d'avoir France 3 qui est venu. Là, on les a ressollicités. Voilà, on nous appelle le vendredi soir à 18h pour nous dire qu'ils seront là demain matin ou demain en début d'après-midi, le lendemain. Donc, voilà, c'est toujours une surprise. Mais après, par contre, il y aura normalement sur Midi Libre un minima, un article sur le journal qui sera également relié sur les réseaux sociaux. Voilà, on essaye. On a eu aussi les radios locales et les télés locales aussi. Ouais. Voilà. Bah, je te remercie, Et après, Sabrina. Oui, vas-y, Arthur. ah, non, et c'est très intéressant qu'il y ait une journée porte ouverte dédiée aux hommes, et tant mieux. Et en même temps, je voulais rebondir sur le fait que peut-être que les, pour que l'infertilité masculine soit connue, aujourd'hui, il faut savoir que il y a 83% des gens qui regardent les choses que je publie sont des femmes. Et donc, en fait, on parle d'infertilité masculine, mais elle est aujourd'hui regardée encore que par les femmes. Donc, c'est ça. J'étais très surpris, en fait. J'imaginais, j'espérais que les hommes, du coup, verraient le titre infertilité masculine et seraient intéressés par ça. Et donc, j'incite tous ceux qui sont en train de nous écouter à rejoindre mon compte Instagram pour venir rajouter des hommes dans le sujet. Parce qu'en fait, le but est que ce soit que, comme le disait Sabrina, que les hommes deviennent partie prenante de ce parcours et que ça ne revienne pas que aux femmes. Donc, C'est un long travail de Ça fait. sensibilisation et d'implication qu'on mène aussi en tant que collectif BAMP. Pour ce qui est par exemple, à la clinique Saint-Roch, j'ai une permanence régulière, une permanence BAMP, c'est des groupes de parole, des échanges, etc. Et au début, il n'y avait pas d'hommes. Et de plus en plus, il y a les hommes viennent. Et ce qu'il en ressort, c'est que ça leur fait du bien de vider leur sac, de ne pas se sentir seuls aussi. Et puis, j'ai des messages pendant que leurs femmes sont à la pension. Ils sont tout seuls, ils se sentent impuissants. Ils m'envoient des messages en me disant bah, des fois qu'ils pleurent comme des gosses parce qu'ils sont impuissants, qui ne savent pas quoi faire pour assurer ou pour voilà, réconforter. Donc, je me dis que ben, à force de faire des événements, on a aussi fait un événement c'était en 2023, un Kamalanta sur l'infertilité masculine. Voilà, il faut arriver à promouvoir aussi ben, cette problématique qui est quand même 50% des causes d'infertilité. Donc, voilà. et c'est peut-être en générant ce genre d'événement et en faisant des propositions comme ça qu'il y aura de plus en plus de moyens que les hommes puissent aussi se retrouver et échanger entre eux. Donc, Tout à fait. j'espère que les démarches vont grandir dans ce sens. Alors, pour pas qu'on se couche pas trop tard, parce que le sommeil, c'est important pour la bonne santé. Je voulais vous dire aussi que à Nancy, donc au centre AMP Majorel, on présente l'exposition Trace. Donc c'est une autre forme de création, mais là c'est plus on va dire de la création un peu art brut des personnes en parcours d'AMP qui ont écrit des textes, qui ont fait de la peinture, qui ont fait des collages, qui ont fait des photos. Cette exposition, on l'avait présentée au tout début de l'association, au CHU de Caen, au CHU d'Angers, dans les congrès professionnels à Tours, à Paris. Et puis après, voilà, on avait moins de temps et d'énergie pour la valoriser. Et là, je suis ravie que les bénévoles de l'antenne Nancy puissent la présenter. Donc ça, c'est une autre forme de créativité. Je vous Quand même, je voulais vous dire, là, ce livre-là est sorti. Ce livre-là est sorti. Ce livre-là est sorti.
J'ai reçu celui-ci aussi. Et il y en a d'autres, évidemment, que je ne reçois pas parce qu'on ne reçoit pas tout. Il y a celui-ci qui était vachement bien aussi, qui était sorti au début de l'année. Donc là, franchement, les propositions créatives, vraiment, ça bouillonne. Et je me dis que ça va vraiment nous donner la possibilité de faire que nos sujets soient mieux compris, soient mieux considérés. Et donc ça, voilà, je vous remercie tous et toutes les créateurs et les créatrices. Pour finir, Camille, est-ce que tu es encore là, Camille? On Oui, redit oui, que j'écoute avec enthousiasme et beaucoup de curiosité. On Voilà. redit que la semaine prochaine, donc c'est la deuxième semaine du mois de sensibilisation. Donc le thème c'est le don de gamètes. Donc là on commence les rendez-vous du programme. Tout est sur le programme et donc il y a les comédies, la comédie Alors, ça commence d'improvisation. demain à Oui Marseille, en c'est ça, fait, Marseille. Voilà. J'ai voilà, besoin avec de les soutien. lectures, la présentation de l'ouvrage, des cours par enfants de danse chaussette et une soirée festive. Le 11, donc, il y a La vie n'est pas un conte de fées Mm. d'Irina Gergiev. Et après, le 13, la comédie musicale. Le 14, Le seul en scène de Cécile. Le 15, Le seul en scène de Michael Delis. Le 16, la super pièce de filiation. Et le 17, les lectures qui viendront clôturer. Voilà, J'appuie le juste, festival. Et les j'appuie conférences le juste 22. sur la pièce de Irina Gorgaïev. On l'avait faite venir à Montpellier pour le mois de enfin, c'était la semaine de sensibilisation à la fertilité. C'est une pièce extraordinaire. C'est un seul en scène très fort. Ça nous a beaucoup bouleversés. Il y avait à la fois des patientes, des patients. Il y avait également des médecins. Tout le monde avait les larmes. Enfin, c'est une pièce très forte et vraiment, Irina, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et vous allez passer un moment rempli Ben, d'émotions. merci beaucoup. Ben oui, merci beaucoup. Et il faut que je remercie aussi. Écoutez, parmi, voilà, enfin, Charlotte, tu disais, on démarche tout le monde, on y va franco. Moi, j'ai contacté des milliers de personnes et j'ai rencontré Marion et Marine, hein, qui sont deux humoristes de Dis Papa, comment on fait les mamans. Et en fait, elles ont absolument aucun lien avec la PMA. Elles ne connaissaient pas. Et comme Emma Cosso, qui est dans notre jury aussi, en fait, elles ont été touchées par la démarche. Et c'est elles qui ont fait le teaser du festival. Elles viennent jouer, elles ont fait des sketchs. Et en fait, elles y connaissaient rien. Mais voilà, donc on a réussi aussi à toucher des gens qui n'avaient aucun lien avec la PMA pour faire de l'artistique. Et c'est aussi le concours de nouvelles. Moi, j'ai envoyé un petit questionnaire aux participants et j'étais très étonnée de voir que 2 tiers des participants, des gens qui avaient écrit des textes, n'avaient pas de lien direct avec la Mm. PMA et que la plupart étaient venus par l'écriture. Et moi, je trouve que c'est un beau pari d'avoir réussi à intéresser au sujet aussi des gens qui, à la base, ne s'y intéressaient pas, mais sont venus par la création artistique. Voilà. Donc, je voudrais vraiment tous les remercier. Et puis Marion et Marine aussi. Alors, je pense, est-ce qu'il y a des questions dans les spectateurs? Si vous voulez dire quelque chose, c'est maintenant. Sinon, après, il sera trop tard. Ou alors, il faudra venir dans les différents spectacles qui sont proposés pendant le mois de sensibilisation, en dehors du mois de sensibilisation. Alors, moi, N'hésitez pas à relayer aussi tout ce qu'on fait et tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux, sur vos propres réseaux. N'hésitez pas à relayer nos informations et le programme. alors moi, j'ai encore deux infos. Et après, on a été sollicité au printemps, je crois, par un réalisateur qui s'appelle Cédric Le Gallo. Alors là, je vous fais un scoop en avant-première internationale, qui est en train, je crois qu'il a fini de tourner une série qui s'appelle Fertile et qui va sortir, je sais plus si c'est sur Arte ou sur Netflix. Non, je sais plus. Netflix, ça y est, Je je crois que c'est Arte. m'emballe. Sur Arte. Arte. Mm. Et donc là, ils étaient en train de tourner. Voilà. Vous le savez. Vous le savez avant tout le monde. Et je vous raconte pas tout, mais je pense que ça, c'est une proposition qui va faire parler d'elle, je pense. Et pour finir, pour élargir notre esprit, je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là. Moi, je l'ai découvert cet été dans une boîte à livres. Il est écrit par une dame qui est nigériane. Il a été écrit en 2017 et c'est une écriture absolument géniale, une histoire. Enfin, vous commencez les premières pages et vous arrêtez pas. Il est vraiment, je suis restée ébahie.
Voilà, c'était pour mettre un peu d'international dans notre rendez-vous de ce soir. S'il n'y a pas de questions des spectateurs, j'en ai pas vu, hein, Sabrina, arriver. Non, j'en ai pas vu non plus. Non, non. Je vous remercie vraiment toutes et toutes, à la fois pour votre participation, toutes les propositions que vous faites créatives qui sont vraiment essentielles à la visibilité, à la vie, à la prise de conscience par la société de ce que c'est que l'infertilité, ce que c'est que l'assistance médicale à la procréation. Donc voilà, on la joue collectif. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci à Merci. tous. Merci Merci à le tous. Bonne BAM. soirée. Au Bonne revoir. Bonne soirée. soirée. Merci, merci Clément. Merci.